Une patiente de 83 ans, vous recevez en fait adressé pour un tableau lombo-sciatique droite qui résiste au traitement médical ambulatoire. Elle a reçu déjà une association paracétamol et codéine et un anti-inflammatoire sous forme de kétoprophène pendant 10 jours. Cette patiente a pour antécédent un tabagisme sevré depuis une dizaine d'années, une hypertension artérielle sous amlodipine, un diabète insulino-requérant, une artériopathie avec déjà un antécédent d'AVC ischémique. Elle est traitée par cardégique de ce fait et une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Elle a également une ostéoporose fracturaire supplémentaire. On note qu'elle fait quand même 43 kg, qu'elle a un tableau assez typique de lombo-sciatique droite, pas de drapeau rouge, pas de signe de gravité. Et elle dit que la douleur est tellement intense qu'elle n'arrive plus à se lever, à se mobiliser. On n'a pas d'éléments de biologie, mais on considère que c'est normal, qu'elle n'est pas inflammatoire. Donc, à l'admission, on se dit qu'on va modifier un peu les traitements pour lui mettre des antalgiques de palier 3 transitoirement avec une titration prudente, ajouter un myorelaxant et qu'on ne touche pas au reste de son traitement habituel. Est-ce qu'il faut mettre une thromboprophylaxie? On pourrait se dire, l'interne nous dit que non, c'est contre-indiqué par l'âge. Est-ce que vous pensez que c'est juste ou non? Non, bah, elle n'a pas de cancer, donc finalement, elle n'est pas au risque de thrombose, donc on ne va pas lui en mettre. Non, ce n'est pas nécessaire parce qu'on pense qu'on va être brillant et très rapidement, ça va aller mieux. On se laisse un peu de temps et si finalement, elle n'arrive pas à se remettre sur pied et à marcher, on lui en mettra. Ou bien, on lui en met dès l'entrée. On va peut-être faire juste un petit test dans la salle. Je ne sais pas qui mettrait la réponse A. Personne. La réponse B. La C, la D et la E. Donc, un pour la D et majoritairement la E. C'est effectivement plutôt ce qu'on proposerait. Et si on lui met une thromboprophylaxie, donc laquelle on choisit? On a l'option de lui mettre seulement une contention veineuse des membres inférieurs. La première, une thromboprophylaxie mécanique seule par bas de contention des membres supérieurs. Une thromboprophylaxie médicamenteuse seule par HNF, ou bien une thromboprophylaxie médicamenteuse seule par HBPM, ou bien, dernière proposition, on pourrait associer une contention veineuse des membres inférieurs et une thromboprophylaxie médicamenteuse par HBPM. On verra la place des contentions veineuses des membres inférieurs. On proposerait plutôt soit une HNF, soit une HBPM en fonction de sa créatinine. Parmi les différentes thromboprophylaxies médicamenteuses, qui mettraient de l'héparine sodique dans la salle, a priori plutôt personne. L'héparine calcique, plutôt personne. Si, un. Ouais. On n'a pas notion de sa fonction rénale, mais si jamais ça pourrait être une option. Qui mettrait de l'enoxaparine, si elle a une fonction rénale qui le permet. Finalement, la majorité. Du fondaparinux, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser dans cette situation? En prophylaxie, qui se sentirait de lui mettre du fondaparinux, mitigé, et de l'apixaban, plutôt pas. Laurent dira un mot, je pense, sur le fondaparinux après. Dans l'évolution, finalement, on arrive assez bien à contrôler ces douleurs, mais elle garde des difficultés à la marche. On prévoit de la faire rentrer à domicile à J13 du début de l'hospitalisation. Sa fille, qui est infirmière, vous interpelle et vous demande si du coup il faut continuer les injections de noxaparine jusqu'à ce qu'elle puisse reprendre une marche satisfaisante. Que lui répondez-vous? Qui serait partant pour lui répondre qu'il faut poursuivre une noxaparine au domicile pour 28 jours au total? Dans la salle, est-ce qu'il y a des partisans de cette solution? Plutôt pas.
Est-ce qu'il faut poursuivre l'enoxaparine au domicile pour 31 jours au total? Pas de partisans non plus dans la salle. Il faudrait maintenir l'enoxaparine jusqu'à une reprise complète de la marche. Quelques mains timides. Non, il faut arrêter l'enoxaparine. Qui est-ce qui propose au retour à domicile d'arrêter l'enoxaparine? Quelques mains timides aussi. Et il faut arrêter l'enoxaparine et le remplacer par de l'apixaban 10 à 15 jours. Plutôt personne. On proposerait plutôt un arrêt de l'enoxaparine. On va enchaîner sur le deuxième cas clinique. L'idée, c'est qu'ensuite le professeur Bertoletti reprenne et puisse commenter les propositions faites. Le deuxième cas clinique, on reçoit cette fois-ci un monsieur de 63 ans qui est adressé à les urgences pour une embolie pulmonaire symptomatique. En fait, il s'est présenté avec une douleur latérothoracique gauche évoluant depuis 48 heures. Il fait 88 kg pour 1,75 m. Il est principalement connu pour une hypertension artérielle, une dyslipidémie, et il s'est cassé la jambe il y a 10 ans. Il est aussi connu pour un athérome carodidien asymptomatique. En fait, il avait présenté des vertiges et bénéficié d'un Doppler de TSA dans ce contexte. Il a un ARA2 sous forme de candesartan, une statine et un traitement par aspirine. À l'admission dans le service, on note qu'il a des tensions artérielles correctes, une tension artérielle correcte, et plutôt tachycarde avec une fréquence à 120 BPM. Pas de polypnée, pas de désaturation. Et au scanner, il a une embolie pulmonaire bilatérale, distale à gauche, proximale à droite, et une dilatation des cavités droites. Le reste du scanner thoracique est décrit comme sans particularité, notamment sans nodule, sans masse suspecte. Quelles sont les principales options thérapeutiques? Une HNF sous-cutanée avec un relais antivitamine K. Qui est-ce qui partirait sur cette option? Plutôt personne. Une HBPM et un relais antivitamine K, est-ce que ça, c'est une option possible? Oui, ça semblerait possible. On voit des hochements de tête, ça, c'est une option. Une HBPM et un relais par un AOD, est-ce que ça, c'est une option envisageable? Oui, un peu plus, hein, clairement. Est-ce qu'on pourrait lui mettre un AOD direct à une dose standard qui serait d'accord avec cette proposition? Plutôt pas ou plutôt pas. Hein. Et un AOD à dose majorée initialement. Effectivement, ça serait une option. Il était tachycarde avec une dilatation des cavités droites, donc un retentissement quand même important. Concernant le bilan étiologique, qu'est-ce que vous proposez de faire pour essayer de traquer la cause de cette embolie pulmonaire? Est-ce qu'il faut faire une recherche de thrombophilie biologique constitutionnelle? Plutôt non d'après la salle. Une thrombophilie biologique acquise? Plutôt pas non plus. Une recherche de néoplasie? Alors, par quelle stratégie? Examen clinique et une mise à jour des stratégies de dépistage. C'est à qui lève la main pour ça? Plutôt tout le monde. Est-ce qu'on fait un body scanner? Avec le professeur Bertoletti qui est partisan du body scanner. Est-ce qu'on lui fait un PET? Plutôt non. Effectivement, un examen clinique complet et attentif et une mise à jour des examens de dépistage. L'évolution est favorable, lui permettant un retour à domicile. Du coup, on l'a mis sous AOD à la sortie. On n'a pas retrouvé de cause évidente durant le séjour. Concernant la suite de la prise en charge, quelles propositions sont vraies? C'est une première embolie pulmonaire non provoquée, durée de traitement de 6 mois minimum. Qui est d'accord avec cette proposition? Une main, deux mains, 3, 4, 5. La durée de traitement est de 6 mois, mais pourrait être de 3 mois si le scanner de contrôle est normal. Qui est d'accord avec cette proposition? Plutôt personne. La durée de traitement est de 6 mois, mais la dose d'AOD sera diminuée après 3 mois. Est-ce qu'il y aurait des partisans pour ça? Plutôt pas. C'est une embolie pulmonaire non provoquée. La durée de traitement est au long cours. On va partir pour des années de traitement. Est-ce qu'il y a
personne n'est emballée par cette idée. Le suivi pourra être délégué au médecin généraliste. Oui, hein, plutôt. On va essayer de le revoir peut-être une fois en consultation, mais... donc, on le revoit effectivement en consultation dans 3 mois. L'évolution est favorable, mais le dépistage du cancer colorectal est revenu positif. Du coup, on a prévu de lui faire une coloscopie. Concernant l'encadrement antithrombotique, les propositions sont vraies. On considère qu'il est contre-indiqué à l'anesthésie générale, parce que c'est vrai, il vient de faire une embolie pulmonaire assez sévère il y a 3 mois. Et on décale l'examen. Est-ce que certains d'entre vous sont d'accord avec cette proposition? Personne décale. Est-ce qu'il est contre-indiqué à l'anesthésie générale par l'embolie pulmonaire et donc du coup, on va lui faire une rectoscopie sous anesthésie locale, ce qui n'emballait pas le malade? Non. Hein. Est-ce que l'endoscopie est réalisable mais nécessite un arrêt de l'anticoagulant oral direct 5 jours avant avec un relais par HBPM? Ça pourrait être une stratégie, il y a plusieurs mains qui se lèvent. L'endoscopie est réalisable mais nécessite un arrêt de l'AOD seulement la veille, sans relais par HBPM. Qu'est-ce qui pourrait proposer ça? Aussi plusieurs propositions. Et on peut faire l'endoscopie, y compris sous AOD. Ça, je ne crois pas que l'anesthésiste soit d'accord. Hein. On proposerait plutôt de l'arrêter seulement la veille, pas forcément de faire de relais. Je vais laisser la parole du coup au professeur Bertoletti qui est arrivé pour nous faire les commentaires sur tout ça. Oui, pour présenter rapidement Laurent Bertoletti. Laurent est pneumologue de formation, il travaille sur le CHU de Saint-Étienne, il est professeur thérapeutique et il est particulièrement impliqué dans la prise en charge et la recherche dans la maladie thromboembolique veineuse, notamment en tant que coordinateur du registre RIET, le registre européen bien connu. Et puis, il est par ailleurs responsable du groupe embolie pulmonaire pour l'European Respiratory Society. Merci beaucoup, Laurent, de nous avoir fait l'amitié de venir. L'objectif était donc de revenir sur 2 dimensions de problématiques, la prévention de la maladie thromboembolique veineuse chez les patients hospitalisés et la deuxième qui était le parcours de soins. Merci beaucoup. Sur mes autres liens d'intérêt, je suis très fortement impliqué dans le GEMAT, qui est un groupe Lyon-Saint-Étienne de prise en charge de la maladie thromboembolique veineuse, et je co-coordonne le réseau de recherche Innovitic, un réseau français de recherche clinique et translationnelle dans la maladie thromboembolique veineuse. Concernant mes liens d'intérêt, j'ai été investigateur dans la majeure partie des essais thérapeutiques dont je vais être amené à vous parler. Donc, tout à l'heure, Julie vous a montré ces cas. Je vais revenir très rapidement avec vous sur les arguments qui justifient ce qui semble être la moins mauvaise des solutions à proposer. La thromboprophylaxie, c'était oui dès l'admission. Le type de thromboprophylaxie, c'était une thromboprophylaxie médicamenteuse, probablement plutôt. Et pour le choix de la molécule, eh bien, cette privilégiée n'est pas une dope moléculaire ou un apparenté comme le font un appareil NUX, éventuellement dans certaines circonstances et sous contrainte de l'héparine calcique. Et concernant la question de sa fille infirmière, vous verrez que c'est une bonne idée, mais que l'enfer de la médecine n'est pavé de bonnes intentions et que pour l'instant, on n'est pas encore capable de savoir quels malades vont bénéficier d'une thromboprophylaxie au domicile dans les suites d'une hospitalisation, même si on sait très bien que les patients ne récupèrent pas tout de suite une autonomie ad integrum quand on les renvoie à la maison. Le premier truc, vous allez voir sur le domaine de la prévention, parce que l'épidémiologie, on n'a pas beaucoup avancé. On a les données des essais versus placebo qui nous permettent de resituer le contexte. Et quand on regarde le contexte, on sait que croiser la route d'un orthopédiste, c'est un bon moyen pour thromboser, mais être hospitalisé en médecine ou alors être hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral, c'est aussi un bon moyen pour faire une maladie thrombolique veineuse. En fait, le risque post-AVC, alors c'est les AVC de l'époque, des patients qui étaient complètement hémiplégiques, pas le bilan d'AIT qui arrive pour quelques jours, eh bien, le risque de maladie thrombolique veineuse est exactement presque aussi important dans les suites d'un AVC, d'une hospitalisation pour AVC, que pour chirurgie orthopédique. Le risque pour une hospitalisation en médecine, c'est-à-dire pathologie cardiaque aiguë, pathologie infectieuse aiguë, insuffisance respiratoire aiguë, est aussi significatif. L'élément le plus important à souvenir sur notre population, vous vous souvenez de Marguerite, c'est les collègues et amis de Brest qui nous l'ont appris. Sur une population, sur un service
presse de médecine polyvalente d'un centre hospitalier universitaire à Brest, eh bien, une recherche de phlémite était faite systématiquement à l'admission chez les malades qui n'avaient pas de symptômes cliniques de thrombose veineuse profonde et qui n'avaient pas de traitement anticoagulant. En gros, c'est un dépistage de la TVP asymptomatique à l'admission. Et sur plus de 200 patients hospitalisés, eh bien, 5,5% des malades venaient à l'hôpital avec la thrombose veineuse profonde. Alors évidemment, c'était des patients qui venaient à l'hôpital pour une pathologie médicale aiguë, qui la plupart du temps avaient commencé un tout petit peu à parler avant l'admission. Et vous notez que chez les Marguerites, c'est-à-dire après 80 ans, la prévalence de la thrombose lorsque les malades arrivent à l'hôpital est déjà importante. On est à près d'1 sur 5 qui a une thrombose. La plupart du temps, ces thromboses sont distales, mais dont on sait que l'évolution naturelle, en général, peut aller vers l'aggravation et la survenue d'une extension en proximale. Donc, le message, c'est chez les patients qui arrivent à l'hôpital pour une pathologie médicale aiguë, la plupart du temps, la pathologie a déjà un peu commencé avant d'être hospitalisée et un certain nombre de ces patients, 5% en population générale jusqu'à 20% dans l'intervalle de confiance chez plus de 80 ans, arrivent en ayant déjà une thrombose veineuse profonde distale. Qu'est-ce qui est recommandé de faire? Eh bien, mes diapositives sont très faciles à faire puisque c'est les mêmes depuis 10 ans. Personne n'a osé encore se relancer dans une mise à jour des recommandations de prévention de la maladie thrombolytique veineuse chez les patients médicaux. C'est Patrick Mismetti qui avait l'idée un groupe pour l'AFSAPS à l'époque. C'est pour ça que j'ai encore laissé le logo de l'AFSAPS, même si ça n'existe plus. Et ces recommandations sont celles qui sont toujours opposables actuellement en France et qui disent que chez les patients de plus de 40 ans hospitalisés pour une durée prévue d'au moins 3 jours, eh bien, s'ils viennent pour une affection rhumatologique inflammatoire aiguë avec un âge de plus de 75 ans, c'est le cas de Marguerite, on est exactement dans les indications de prévention de la maladie thrombolytique veineuse. Chez les patients plus jeunes, s'ils viennent pour une décongestion cardiaque ou une insuffisance respiratoire aiguë, on est aussi dans une indication de thromboprophylaxie. Concernant les modalités de thromboprophylaxie, eh bien, en 2010, il était recommandé de privilégier les héparines de bas moléculaire ou le Fondaparinux plutôt que les héparines non fractionnées, la calciparine, dans la prévention de la maladie thrombolytique veineuse. Si on essaie de regarder un peu plus précocement, c'est-à-dire maintenant, où est-ce qu'on en est, sont plus contemporaines. Jean-Christophe vous a parlé tout à l'heure du registre IET, qui est le plus grand registre mondial sur la maladie thrombolytique veineuse et où la France est un des principaux pays contributeurs. Eh bien, encore maintenant, être hospitalisé, c'est le principal facteur de risque pour thromboser. Je vais essayer juste de faire... Être hospitalisé, c'est le facteur de risque majeur pour thromboser. Et vous voyez que quand on regarde sur plus de 100 000 malades au monde qui ont été pris en charge pour une maladie thrombolytique veineuse, il y en a 1 sur 5 qui a attrapé la thrombose à l'hôpital. C'est une pathologie nosocomiale. Et je vous disais que depuis 2010, on n'avait pas mis à jour les recommandations pour la prévention intra-hospitalière. Ce n'est pas qu'on n'a rien fait, mais c'est qu'on n'a pas vraiment pu avoir des messages clairs qui permettaient de faire des recommandations beaucoup plus solides. Ce qu'on savait, c'était que l'admission à l'hôpital était un bon moyen d'attraper la thrombose, sauf que quand on compte toutes les maladies thrombolytiques veineuses secondaires à une hospitalisation, une fois sur deux, elle survient pendant le séjour hospitalier. Une fois sur deux, elle survient après la sortie d'hôpital, dans les 2 mois qui suivent. C'est la maladie thrombolytique veineuse provoquée par une hospitalisation. Et sur la foi de ces données d'épidémiaux, est venue rapidement l'idée de dire si les malades ils attrapent la phlébite pendant qu'ils sont hospitalisés et que celle-ci survient pendant le séjour à l'hôpital ou éventuellement dans les 4, 5, 6 semaines qui suivent l'hospitalisation, on n'a qu'à prolonger la prévention puisque c'est ce qui est déjà fait en chirurgie. Et de très nombreux essais thérapeutiques ont évalué la question d'une thromboprophylaxie prolongée post-hospitalisation, c'est-à-dire jusqu'à 28 jours après la sortie d'hospitalisation pour raison médicale, versus une thromboprophylaxie courte. Est-ce que, quand je le formule comme ça vous va déjà? Ouais. Parce que ça, c'est la question qui nous intéressait le plus. Est-ce que prolonger une thromboprophylaxie permettait de protéger plus les malades du risque de faire une phlébite ou une embolie pulmonaire? Simplement, sur les méta-analyses que je vais vous montrer, une seule étude, parmi toutes les études incluses dans cette méta-analyse, a réellement évalué cette question.
Les autres ont essayé de répondre à 2 questions en même temps. La majeure partie des essais que je vais vous montrer maintenant évaluaient la possibilité de faire une prévention de la phlébite et l'embolie pulmonaire par un anticoagulant oral direct versus une héparine de bas-moléculaire, ce qui pourrait nous intéresser. Sauf que les malades qui recevaient l'AOD le recevaient pendant 1 mois, alors que les malades qui recevaient l'héparine de bas-moléculaire les recevaient pendant la prévention intra-hospitalisation avant de recevoir un placebo. Et donc, les essais thérapeutiques qui ont évalué la prévention de la phlébite et l'embolie pulmonaire en médecine par anticoagulant oraux direct, en fait, répondaient à 2 questions dans le même essai. Est-ce que l'AOD fait bien ou pas bien par rapport au Lovenox 40 ? Mais est-ce qu'une prévention de 28 jours fait mieux par rapport à une prévention capée à 14 jours? Et malheureusement, mon patron Hervé de Cousu m'avait toujours dit, essayer de répondre à 2 questions avec un seul essai, c'est le meilleur moyen de répondre à aucune question à la fin. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on prend les méta-analyses des essais, le seul qui a réellement évalué une thromboprophylaxie prolongée par rapport à une thromboprophylaxie courte, c'est l'étude Exclaim, la première ligne, où les malades recevaient 28 jours d'héparine de bas-moléculaire versus 14 jours d'héparine de bas-moléculaire plus 14 jours de placebo. Eh bien, tous les essais trouvent la même chose. Le plus longtemps que vous allez traiter les malades par du préventif, plus vous allez diminuer le risque de maladie thrombolique veineuse, donc une réduction de 40% en relatif de la maladie thrombolique veineuse. Par contre, vous allez exposer les malades à une augmentation importante, multipliée par 2, du risque d'hémorragie majeure. Or, comme on est dans des stratégies de prévention, la plupart du temps de prévention primaire, le rapport bénéfice-risque global de la stratégie d'extension en médecine semble défavorable, puisqu'on n'arrive pas à individualiser la population qui serait vraiment à tel haut risque qu'une stratégie de prophylaxie au long cours vaudrait la peine, en sachant qu'on les expose à une multiplication par 2 du risque d'hémorragie majeure. Une des stratégies, et Jean-Christophe connaît superbement ça, c'est d'utiliser la méta-analyse en plus comme outil d'individualisation. Et quand on joue un petit peu avec les données, eh bien, on arrive à essayer de déterminer des profils de molécules qui pourraient être soit plus efficaces, soit moins risqués. Et c'est peut-être une voie, mais pour l'instant, seul le Betrixaban, qui est un antidisque qu'on ne connaît pas en France, dispose d'une AMM en prévention prolongée aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle, si on revient à Marguerite, eh bien, la majeure partie des malades hospitalisés doivent recevoir une prévention. Dans le contexte, les héparines de bas-moléculaire ou le Fondaparinux, c'est-à-dire le parentéral hors héparine non fractionnée, restent très clairement la stratégie à proposer. Je vous le dis, vous le savez, mais pourtant, ça ne change pas que sur 100 malades hospitalisés, il y en a encore que 35% qui reçoivent la prévention de la maladie thrombolique veineuse. La durée de la prévention, dans les essais, était évaluée entre 7 et 14 jours. Si on veut prolonger au domicile, eh bien, c'est les résultats des essais que je vous ai montrés en agrégé. Certes, on sait qu'on va diminuer le risque de faire une phlébite ou une embolie pulmonaire, mais on va multiplier par 2 le risque d'hémorragie majeure, ce qui ne semble pas acceptable pour une stratégie de prévention qui, la plupart du temps, est une prévention primaire. Une des questions qui reste en suspens, et à mon sens, il y a pour l'instant 2 études épidémiologiques rétrospectives qui sont vraiment attaquées à cette question, c'est quand le patient qui est hospitalisé chez vous pour une détresse respiratoire aiguë, une insuffisance cardiaque gauche, ou alors une surinfection bronchopulmonaire sur une BPCO par exemple, va ensuite sortir du service de court séjour pour aller en SSR. Est-ce qu'il est juste de poursuivre ou pas la thromboprophylaxie en SSR? On ne sait pas. On ne sait pas non plus chez les malades qui sont en USLD, qui font une décompensation aiguë avec un gros sepsis et qui vont être maintenus en USLD pour la prise en charge de l'épisode aigu. Est-ce qu'il faut leur faire une prévention alors qu'ils restent stricto sensu dans leur USLD? On ne sait pas. Pour la prévention, est-ce que j'ai déjà répondu aux différentes questions? Oui, parfait. Vous avez vu que finalement, pas énormément de progrès qui modifient la pratique sur les 10 dernières années. Alors maintenant, le cas clinique de maladie thrombolique veineuse. Les différentes options thérapeutiques, eh bien, celles qui
était complètement fausse, c'était l'AOD à dose FA. C'est vraiment un souci qu'on a assez régulièrement, c'est-à-dire que les molécules ayant été développées avec différentes stratégies de dose pour remplacer des médicaments qui étaient globalement adaptés à de la biologie, eh bien, on ne sait pas quelle est la stratégie thérapeutique souvent la plus adaptée. Les docteurs, parfois, vont se tromper, ils vont dire Marguerite, si elle faisait vraiment l'embolie pulmonaire, aura de l'apixaban à 2,5 mg matin et soir pour soigner son embolie pulmonaire, parce qu'elle a plus de 80 ans et un poids diminué. Et on a un rôle d'éducation thérapeutique qui est majeur aussi auprès de nos médecins généralistes par rapport à ça. Donc, les stratégies qui étaient justes, c'était l'épargne de bas poids moléculaire avec relais AVK, l'épargne de bas poids moléculaire, puis un relais par un AOD, l'AOD direct avec une dose majorée initialement. Tout ça, c'est juste. J'ai mis en gras celles qui me semblent les plus justes en pratique. Concernant le bilan étiologique, quelles sont les choses à faire? Eh bien, pour l'instant, vous allez le voir. Ce qu'il faut faire, c'est une recherche de néoplasie, mais par un examen clinique et une mise à jour des examens de dépistage. La question 3, une fois que le malade a regagné son domicile, que l'évolution est favorable et qu'on souhaite organiser le suivi, je vais juste revoir dans le chat. Okay. Eh bien, on sait que la durée de traitement est de 6 mois minimum et le reste peut se discuter. Et concernant l'encadrement antithrombotique, eh bien, ça, c'est une question qui arrive assez fréquemment où, en fonction des anesthésistes, ils ont tous plus ou moins des craintes qui sont diverses. Eh bien, ce qu'on sait, vous allez le voir, c'est que pendant un long moment, en voulant bien faire, on faisait mal, c'est-à-dire en faisant des relais pré-intervention, on ne protégeait pas plus les malades d'un risque thrombotique. Par contre, on les exposait à une augmentation du risque hémorragique. Alors, vous allez voir maintenant que la majeure partie des réponses à ces questions découlent d'un immense travail qui a été réalisé par la collectivité française sous l'impulsion d'Olivier Sanchez, qui est un travail multi-sociétés savantes. Vous avez ici une représentation de l'intégralité des sociétés savantes qui ont participé pendant 2 ans à ce travail de mise à jour. Société française de pharmacothérapeutique, la SFMV, la SFMI, la SFMU, le GFHT, la Société française de cardiologie, la Société française d'hématologie, la Société française d'anesthésie et réanimation, la Société française de médecine nucléaire, la Société française de radiologie. Tout cela a été réalisé grâce au soutien financier de la SPLF qui nous prêtait les locaux et prenait en charge les allers-retours sur les réunions de travail. Et ce sont des recommandations qui sont maintenant les recommandations en cours en France et qui ont été un très gros travail mené de main de maître par Olivier Sanchez. Comme il n'est pas là, je le dis. J'ai souhaité aussi garder les diapositives types qui sont celles qui ont circulé dans toute la France. C'est pour ça que vous verrez que le format des dias n'est pas le même que celui que j'utilise habituellement. Alors, pour ces recommandations, on a suivi les demandes de la HAS et elles sont donc gradées. En grade 1, on a un haut niveau de preuve, c'est donc une recommandation. Un grade 2, on a un faible niveau de preuve, c'est donc une suggestion. Ensuite, il y a le plus et le moins. Le plus, c'est quand on dit qu'il faut le faire. Le moins, c'est quand on dit qu'il ne faut pas le faire. C'est la charte qui nous était imposée par l'HAS. Je vais revoir encore le chat. Alors, pour la question de l'adaptation des poids, pour la prévention, on ne fait pas d'adaptation de dose. On va en parler tout à l'heure pour le traitement initial. Et donc, la traduction en français compréhensible des recommandations, c'est quand on écrit 1+, il est recommandé de faire. Quand on écrit 2+, c'est il est suggéré de faire. Quand on écrit 1-, c'est-à-dire il est recommandé de ne pas faire, ou si vous le faites, ce n'est pas nous qui avons dit qu'il fallait le faire, au contraire. Et le 2-, c'est il est suggéré de ne pas faire. Alors, la partie initiale pour les modalités du traitement anticoagulant ont été de laisser le choix aux cliniciens entre 2 options principales. Soit une option où vous préférez un traitement parentéral, et à ce moment-là, on vous conseille
de privilégier un traitement parentéral par héparine de bas poids moléculaire. Et chez les patients de plus de 100 kg, vous savez que la seule molécule qui a été évaluée de façon spécifique pour le traitement initial de la phlébite et l'embolie pulmonaire, c'est le Fondaparinux, qui a une posologie spécifique de 10 mg. Donc, chez l'obèse, le Fonda est votre ami très clairement. Ensuite, on recommande de faire un relais précoce par des antivitamines K avec une cible d'INR qui est entre 2 et 3 et un chevauchement de 24 heures entre le traitement parentéral efficace et l'INR entre 2 et 3. Ça ne change pas. Ensuite, on vous laisse aussi une deuxième option qui est d'initier directement les anticoagulants oraux directs, mais en vous souvenant qu'en France, il n'y en a que 2 qui sont remboursés dans cette indication, le rivaroxaban et l'apixaban, qui sont des anti-10, et en vous souvenant qu'ils ont été évalués avec une dose initiale majorée. En gros, on augmente de 50% la posologie de rivaroxaban pendant 21 jours et on augmente de 100% la posologie d'apixaban pendant 7 jours. Si vous ne commencez pas par un AOD et que vous préférez commencer d'abord par 3, 4, 5 jours de traitement par héparine de bas poids moléculaire, ce qui pour l'instant est encore recommandé pour les embolies pulmonaires de gravité intermédiaire élevée, celles où il y a une dilatation du cœur droit et une anomalie des biomarqueurs, eh bien, vous avez le droit ensuite de faire un relais par un AOD. Pour beaucoup de collègues, c'était intuitivement compris en « Ah bah, si je commence avec les piqûres, forcément, je dois faire un relais avec A ». Non, pas du tout. Si vous ne commencez pas les piqûres, vous avez le droit en fait, de faire un relais par AOD. Là, par contre, où on ne sait pas, c'est quand vous faites le relais par AOD, faut-il retrancher les jours de traitement parentéral ou pas? Je serais ravi d'avoir l'avis des collègues, puisque ça, c'est une question sur laquelle on n'a pas réussi à trancher. Pour vous l'illustrer, un malade qui va avoir pendant 10 jours un traitement par héparine de bas poids moléculaire, parce que suspicion de cancer, biopsie, des choses comme ça, au bout de 10 jours, quand vous décidez de le mettre sous rivaroxaban, est-ce que vous lui retapez 21 jours de dose majorée ou est-ce que vous faites 21 moins 10? C'est une question intéressante sur laquelle, pour l'instant, il y a débat. On a été obligé d'écrire dans les recommandations, dans l'hypothèse où quelqu'un veut se payer soi-même les médicaments ou qu'un jour il y ait une AMM avec un remboursement, qu'il est vrai qu'en Europe, et donc comme on est un pays européen, c'est aussi juste en France, le dabigatran et l'édoxaban, donc le dabigatran, un antidote que vous connaissez dans la FA, le Pradaxa, et l'édoxaban, qui s'appelle Lixiana et pas Lysanxia en Europe, mais qui n'a pas de nom en France parce qu'il a malheureusement été non commercialisé rapidement. Eh bien, ces médicaments disposent d'une AMM, par contre, n'ont pas de remboursement en France dans l'indication de phlébite et d'embolie pulmonaire. Voici la table des lois. Et donc, si vous voulez commencer par un traitement par héparine de bas poids moléculaire, c'est comme en prévention. S'il vous plaît, faites HBPM ou Fonda. Et vous ne faites pas d'héparine non fractionnée, sauf si c'est votre belle-mère et que vous ne l'aimez pas. Les seules situations où on vous demande de faire de l'héparine non fractionnée, c'est chez les patients où il y a une contre-indication aux héparines de bas poids moléculaire et au Fondaparinux. Et je crois que ça sera abordé tout à l'heure par Claire. On vous a remis dans le papier des recos les stratégies de posologie, en se souvenant que pour les héparines de bas poids moléculaire, les posos, elles changent un petit peu en fonction de la situation médicale dans laquelle on les utilise, en particulier liées au cancer, et Claire vous en reparlera tout à l'heure. À nouveau, en réponse à la question de tout à l'heure, tu vois que sur le tableau, l'énorme intérêt du Fondaparinux, c'est le seul à avoir spécifiquement évalué des posologies fortes chez les patients obèses. Pour les plus jeunes d'entre nous, vous imaginez donc que si jamais j'avais dû, moi, participer à un essai évaluant le rivaroxaban dans l'étude Einstein-Pi, le protocole capait la posologie d'héparine de bas poids moléculaire, d'enoxaparine, à 0,9 millilitres toutes les 12 heures. Ce qui voulait donc dire que si j'avais un tout petit peu trop forcé sur le cholestérol et que je faisais 120 kg, j'allais recevoir de toute façon un traitement qui allait être capé, qui n'aurait pas été le traitement que vous faisiez, vous, au quotidien, avec les malades sous héparine de bas poids moléculaire.
Donc vraiment, chez les obèses, le fondaparinux à 10 mg, c'est la seule stratégie qui est évaluée spécifiquement chez les plus de 100 kg. Pour les anticoagulants, hop là, parfait. Pour les anticoagulants oraux directs, eh bien, c'est quand même bien plus simple à prescrire que les AVK, mais c'est plus simple à prescrire parce qu'on les a évalués dans une population où on maîtrise la pharmacologie de ces médicaments. Et donc, vous pouvez les utiliser à partir du moment où vous maîtrisez la fonction rénale, où vous maîtrisez la fonction hépatique, qui est un peu moins souvent un problème que la fonction rénale, et où vous assurez de l'absence d'interaction médicamenteuse significative. Et ça, c'est un sujet. Les nouveaux sujets qui apparaîtront après, mais on ne parle pas trop d'obésité aujourd'hui, c'est la chirurgie bariatrique. Une fois qu'on a enlevé la moitié de l'intestin à un malade, comment ça se passe quand on fait absorber les médicaments ou les grêles courtes? Et ça, Claire aussi est très, 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 très sensible à ces questions-là. Une particularité, je vous l'ai dit tout à l'heure actuelle, pour l'instant, dans les recommandations françaises, on encourage tout de même, chez les malades qui ont une embolie pulmonaire avec un retentissement droit à la morphologie et à la biologie, à privilégier un traitement par héparine de bas poids moléculaire pendant 5 jours avant de faire un relais par un anticoagulant oral direct. C'est important parce que pour l'instant, c'est ces malades-là chez lesquels on évalue la fibrinolyse à demi-dose, c'est les CPITO 3, et on arrive à fibrinolyser les malades sous héparine non fractionnée, on arrive à gérer la fibrinolyse sous héparine de bas poids moléculaire, aller pousser de la fibrinolyse chez quelqu'un qui a un anti-10 oral, qui va nous gêner ensuite dans le monitorage biologique de la fibrinolyse. On est encore un peu en difficulté. C'est cette raison pour laquelle on continue classiquement à vous demander d'attendre 4-5 jours avant de faire le relais anticoagulant oral direct chez ces malades-là. Concernant l'éternel débat de la compression veineuse, eh bien, on suggère de la proposer en cas de TVP proximal symptomatique pendant au moins 6 mois. Aucun essai thérapeutique qui a essayé de démontrer l'efficacité de la compression sur le risque de développer un syndrome post-thrombotique n'a été un succès, très clairement. Par contre, les malades sont convaincus de bien faire quand ils mettent leur bas et les aides-soignantes dans les services sont convaincus de bien faire quand elles mettent les bandes. Donc, pour l'instant, c'est toujours très difficile d'arriver à lever le pied là-dessus, mais sachez que le niveau de preuve est plus que faible et que si jamais le malade part de chez vous sans ordonnance de bas de contention alors qu'il a fait une embolie pulmonaire avec une thrombose veineuse profonde, je pense que ce n'est pas la fin du monde. Et s'il vous plaît, dites aux malades qui ont fait une embolie pulmonaire sans thrombose veineuse profonde qu'ils n'ont pas besoin de faire ensuite une contention. Le nombre de fois en consultation de suivi, on voit les malades qui ont passé l'été avec des bas. Oui, mon docteur me les a prescrits parce que vous aviez oublié de les mettre pour des embolies pulmonaires sans thrombose veineuse profonde. C'est quand même limite salaud. Donc, on a vu globalement la prise en charge initiale de l'embolie pulmonaire chez les malades tout venant. Les cas particuliers sont traités par Claire tout à l'heure. Concernant la question du bilan étiologique, eh bien, là, à nouveau, l'enfer de la médecine est pavé de bonnes intentions. On sait depuis plus de 15 ans, Trousseau, donc depuis plus d'un siècle, que parfois la maladie thrombolytique veineuse peut appeler un cancer, et donc on a tous été convaincus de bien faire en essayant absolument de chercher des cancers occultes chez des malades qui ont des maladies thrombolytiques veineuses. Simplement, les différents essais qui ont évalué l'efficacité et la sécurité des stratégies de recherche extensive de néoplasie occulte chez les malades qui font une maladie thrombolytique veineuse non provoquée. En France, c'est l'essai MVTEP2 où on a randomisé chez les malades qui présentaient une maladie thrombolytique veineuse d'allure non provoquée la recherche d'un cancer par un TEP scan versus l'absence de TEP scan et juste les examens cliniques et les examens de dépistage. Cet essai est négatif. Nous n'avons pas pu démontrer que faire une recherche par un TEP scanner de cancer occulte améliorait la survie des malades à 2 ans. Les Canadiens, avec un scanner que j'appelle 5 étoiles, comme dans les hôtels, c'est-à-dire un scanner qui, dans le même temps, vous regarde l'extérieur et l'intérieur, toutes les canalisations avec des différentes opacifications, y compris des voies biliaires, eh bien, ce scanner-là, dans l'essai qui s'appelle SOM, arrive à exactement aux mêmes conclusions. La stratégie intensive par un scanner 5 étoiles vous permettait de trouver plus de cancers, super, mais par contre, 2 ans après, le taux de décès par cancer était exactement le même chez les malades qui avaient eu la stratégie extensive par rapport aux malades qui n'avaient pas eu la stratégie extensive.
C'est la raison pour laquelle, à un moment où on doit être tous responsables dans les examens qu'on prescrit, il est recommandé de déterminer le caractère provoqué ou non d'une maladie thrombolique veineuse et, pardon, je suis allé un tout petit peu trop vite, et chez les patients qui ont un épisode non provoqué, eh bien, de faire simplement un examen physique et de faire une mise à jour des examens de dépistage. Chez les malades qui ont été diagnostiqués d'une embolie pulmonaire par une scintigraphie ou pris en charge pour une thrombose veineuse profonde et qui n'ont donc pas eu d'imagerie thoracique, pensez à faire un cliché de thorax, une radiographie de thorax. Et je vais revenir un tout petit peu en arrière, j'ai été allé un tout petit peu vite là-dessus. L'élément, parce qu'en fait, on en parlera un peu plus tout à l'heure sur la durée du traitement, l'élément déjà qui va vous aider à décider de faire une stratégie extensive de recherche de néoplasie ou pas, c'est les conditions de survenue de la maladie thrombolique veineuse. Est-ce que déjà au téléphone, quand on vous appelle pour malade, vous êtes capable de le classer? La réponse c'est oui. Est-ce qu'il y a des facteurs transitoires majeurs? Ça s'appelle une chirurgie, une anesthésie générale de 30 minutes dans les 3 derniers mois, une fracture dans les 3 derniers mois, une immobilisation pour motif médical aigu dans les 3 derniers mois. En France, on compte la contraception œstroprogestative, la grossesse et le postpartum comme des facteurs de risque majeurs. C'est un élément d'appréciation qui est différent de nos collègues canadiens. Les éléments mineurs sont une chirurgie, mais avec une anesthésie générale de moins de 30 minutes, un traumatisme avec une mobilité inférieure réduite, mais sans plâtre, pendant au moins 3 jours, ou alors une immobilisation pendant moins de 3 jours à l'hôpital et un voyage de 6 mois. Ces facteurs de risque sont qualifiés de transitoires et vous les classez en fonction de majeur ou mineur. C'est lié à l'odds ratio du risque de survenue d'un événement thrombolique. Inversement, chez les malades qui ont un cancer actif déjà connu, on les qualifie de facteurs persistants majeurs. Les malades qui sont connus comme porteurs d'une thrombophilie sévère, et là-dessus on englobe uniquement le déficit en antithrombine ou le syndrome des antiphospholipides. Ces malades-là sont des facteurs persistants majeurs. Et dans les facteurs persistants mineurs, c'est l'intégralité des autres thrombophilies biologiques et les maladies inflammatoires, en particulier les maladies inflammatoires chroniques digestives ou articulaires. Et donc, une fois que déjà par téléphone, on a pu savoir s'il y avait des facteurs majeurs transitoires qu'on vient de voir, qui sont toutes interrogeables et obtenables à un interrogatoire, eh bien, si le malade a un facteur provoqué en dehors d'un facteur de risque, un facteur provoqué par un transitoire majeur, eh bien, on dit qu'il ne faut pas réaliser de recherche de néoplasie occulte. C'est vraiment un élément qui est important. Ensuite, si la numération formule sanguine est normale, OK, il n'y a pas de souci. Par contre, si le malade fait un épisode de thrombose d'un site atypique, thrombose digestive, une thrombose cérébrale, là, par contre, on encourage à faire une recherche de syndrome myéloprolifératif, en particulier de rechercher une mutation JAK2. Et les situations où on encourage à faire une recherche de néoplasie, très clairement, c'est lorsque le malade va faire une récidive de maladie thrombolique veineuse sous traitement anticoagulant bien conduit. Vous voyez que finalement, par rapport à ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années en arrière, eh bien, les indications de recherche de néoplasie occulte, on les a très fortement réduites. Premièrement, parce que les études ont démontré qu'il n'y avait pas d'amélioration du pronostic des malades. Donc, sur le plan médical, ce n'est pas justifié. Sur le plan médico-éco, ça ne l'est pas. Et sur une étude réalisée par Cécile Duvillard et Elodie de Magalès dans l'unité, on avait pu montrer 15% des patients à qui on faisait une recherche de néoplasie occulte en pensant bien faire, 15% des malades avaient un faux positif. Et ça, quand je vous le fais en discussion comme ça m'aura pris 30 secondes de vous donner l'information et de passer une autre information. Quand vous êtes dans la place des malades, ça veut dire que 15% des patients vont, pendant 2 à 3 mois, vivre avec l'information dans leur tête. On a trouvé une anomalie, il y a un nodule, c'est au niveau du foie, c'est au niveau du sein, il faut faire une biopsie pour à la fin finir à « c'est bon, c'était un nodule bénin ». Mais les malades auront donc passé 2 mois de leur vie dans les suites de l'alvéolite et l'embolie pulmonaire avec, au fond de leur tête, une épée de Damoclès. Bon, ils n'osent pas trop me le dire, mais on me recherche un cancer, hein, j'en suis sûr. Et donc, c'est aussi une raison plus humaine pour laquelle on a pu être beaucoup plus formel dans nos recommandations et dire, voilà, restreignons les recherches de néoplasie occulte dans les situations où on pense qu'il y a un intérêt fort pour le malade.
À nouveau, vous verrez que c'est un point d'achoppement dans la communication qui est très fréquent avec nos collègues généralistes. Le malade va sortir avec juste une consultation de suivi et il va revenir avec la consultation de suivi, avec un scanner des poumons pour voir s'il y a toujours de l'embolie, avec un scanner abdominopelvien pour voir s'il n'y avait pas un cancer et une coloscopie pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème. Le syndrome des antiphospholipides, cela a été mené par Igal Benamou, Stéphane Zuili principalement, et les conclusions étaient de suggérer de rechercher un SAPL chez les patients de moins de 50 ans en cas de premier épisode de TVP proximal ou d'embolie pulmonaire non provoquée, ou de thrombose de siège inhabituelle, ou alors de maladie thrombolique veineuse récidivante. Le grade est 2+, puisque nous n'avons pas d'essais thérapeutiques qui permettent de démontrer que c'est bénéfique de le faire. Et il est suggéré de rechercher un SAPL chez les patients en cas de TVP ou 2P, quel que soit le contexte de survenue, en cas d'association de nécrose cutanée ou en cas d'antécédent de pathologie vasculaire placentaire. Pareil, c'est avec un niveau d'évidence qui est faible. Mais ce sont les situations sur lesquelles on suggère de réaliser cette recherche. Les critères sont rappelés, mais ce n'est pas à vous que je ferai l'affront de passer trop de temps là-dessus. Et donc, en conclusion, sur la thrombophilie, il est recommandé de ne pas réaliser de bilan de thrombophilie constitutionnelle systématique après un premier épisode de maladie thrombolique veineuse. Pareil, on a des efforts très importants d'éducation de nos malades et de nos correspondants à réaliser là-dessus. Il est recommandé de ne pas réaliser de bilan de thrombophilie constitutionnelle chez les patients ayant un premier épisode après 50 ans, parce que là, on sait qu'après 50 ans, le poids de l'âge est très supérieur à la mutation du facteur 2 ou à la mutation du facteur 5 que vous trouverez, puisque statistiquement, on sait que c'est très fréquent. Et il est suggéré de réaliser un bilan de thrombophilie constitutionnelle en cas de premier épisode avant l'âge de 50 ans ou avec une histoire familiale au premier degré, ou chez les malades qui ont un épisode récidivant avec un âge inférieur à 50 ans, ou alors chez les malades qui ont fait un événement non provoqué dans des sites atypiques comme le système digestif, le membre supérieur, le système cérébral. Donc, je vais finir maintenant avec une partie qui nous a beaucoup occupé, qui était le parcours de soins. L'embolie pulmonaire est une maladie très fréquente et la question est de savoir après comment optimiser le parcours de soins, puisque le traitement de l'embolie pulmonaire, les anticoagulants, est très efficace pour les protéger d'une récidive. Ça, c'est génial. Par contre, ce traitement est la première cause toujours d'hospitalisation aux urgences pour des effets secondaires qui sont les hémorragies. Et donc, on a, avec l'aide de Paul Frappé, qui est professeur de médecine générale et qui est président du Conseil national des enseignants de médecine générale, essayé d'établir, en collaboration avec toutes les différentes sociétés savantes qui gravitent autour de ces malades et avec les médecins généralistes, un parcours de soins, entre guillemets, qui serait optimal. On a démembré le diagnostic, principalement avec la SFMV et la SFMU, la prise en charge initiale, en faisant un arrêt de prise en charge initiale à 1 mois pour essayer de caler au moment où on baisse la dose du rivaroxaban. Ensuite, le traitement d'entretien, c'est entre 1 mois et 3 à 6 mois, puis la discussion de prévention secondaire. Voici les différentes déclinaisons possibles du parcours de soins. Le malade peut parfois être traité en ambulatoire. C'est le cas pour la majeure partie des thromboses veineuses profondes maintenant. Et vous savez qu'entre 10 et 20% des patients qui ont un diagnostic d'embolie pulmonaire sont éligibles à une prise en charge ambulatoire. Par contre, c'est possible si et seulement si ils sont revus dans les moins de 72 heures par un spécialiste qui est capable après de redresser le parcours. Et c'est encore très difficile à organiser. Il n'y a pour l'instant pas de financement en face de ça. Ensuite, sous l'impulsion de Francis Coutureau, avait été décidé d'insister sur une consultation à 1 mois et il avait parfaitement raison. On s'est rendu compte que les patients qui ont été pris en charge souvent dans un site aux urgences, qui sont restés pendant 1 jour, 2 jours à l'UHCD, qui ensuite, au bout de 3 jours, ont été renvoyés au domicile après une embolie pulmonaire, rapportent des états de stress très importants qu'on n'avait pas trop perçus. C'est-à-dire que l'histoire dans la population générale, l'antécédent, la survenue d'une embolie pulmonaire reste marquée de façon très péjorative à un risque de décès. D'autant plus que souvent, nous les toubibs, quand on voit les malades, on leur dit « Bravo, vous n'êtes pas manqué, hein. Oh, vous avez fait une grosse embolie pulmonaire. » Et avec une psychologue qui s'appelle Christelle Alexer, en 2015 dans PLOS, Francis Coutureau avait fait une interview qualitative
de tous les patients qui avaient été pris en charge pour une embolie pulmonaire, et l'immense majorité des malades expliquaient que pour eux, c'était arrivé d'un coup, ils ne s'y attendaient pas, et ils avaient été extrêmement inquiets, un orage dans un ciel d'été, l'embolie pulmonaire, ils étaient extrêmement inquiets, et ils étaient restés inquiets et stressés pendant les 3 mois qui suivaient la prise en charge pour l'embolie pulmonaire. Et donc, on a, sur ces données-là, mis en place un essai thérapeutique qui s'appelle Débrief, qui est quasiment terminé, où on voit à 1 mois, pas nous, mais une psychologue, les malades qui ont été pris en charge pour une embolie pulmonaire aiguë sur des filières courtes, pour essayer de voir si une éducation thérapeutique, c'est-à-dire rappeler les bases pour la prise en charge, permet d'améliorer la qualité de vie des malades qui ont une embolie pulmonaire par un score spécifique qui s'appelle le P-embol. Ensuite, la consultation d'1 mois a donc comme rôle le débriefing des patients pour redire que tout est sous contrôle et qu'il n'y a pas de problème, on est en train de régler le truc, de planifier les soins et de commencer à faire un peu la synthèse du bilan étiologique s'il a été réalisé. Évidemment, tout ça, c'est en bonne intelligence avec notre correspondant en médecine générale. Une nouvelle consultation est refaite 3 à 6 mois, avec de nouveau un débriefing du malade. Si entre-temps, on lui a dit « Oula, vous avez un nodule au sein, qu'est-ce qui se passe ?» et qu'elle a pensé qu'elle avait un cancer du sein, alors finalement, ce n'était pas ça. Et à 3 à 6 mois, on ajoute l'évaluation des séquelles, puisque l'embolie pulmonaire est en fait, la thrombose veineuse profonde, en train de devenir maintenant des maladies chroniques. On met sous anticoagulants pour les stratégies de prévention secondaire, mais où on a maintenant un enjeu qui est de mieux comprendre les complications à long terme, en particulier le syndrome post-EP, et de diminuer les complications à très long terme, comme le syndrome post-thrombotique sévère ou l'hypertension pulmonaire chronique. Et c'est tout l'enjeu du suivi ensuite pendant le parcours de soins, c'est être capable d'aller dépister les séquelles graves qui pourraient bénéficier d'une prise en charge thérapeutique spécifique. Ensuite, dans les stratégies de prévention secondaire, c'est quand il est décidé une durée prolongée de traitement anticoagulant, c'est de savoir à ce moment-là essayer de personnaliser la thérapeutique antithrombotique. Vous savez que les AOD donnent 2 fois moins d'hémorragie grave intracrânienne que les antivitamines K. Vous savez aussi que parmi les AOD, certains augmentent le risque d'hémorragie digestive par rapport aux antivitamines K et d'autres augmentent le risque d'hémorragie génitale par rapport aux antivitamines K. Et donc maintenant, un des enjeux dans le parcours est d'essayer d'individualiser la thérapeutique pour savoir quelle est la bonne molécule et ensuite à la bonne dose pour le malade qui est en face de vous. On joue avec le statut de la fonction rénale, j'en parle pas parce que Claire en parlera tout à l'heure, et vous savez que certains AOD sont beaucoup plus sensibles à des baisses du débit de filtration glomérulaire que d'autres. Et donc l'enjeu maintenant est de pouvoir déterminer la meilleure stratégie de prévention secondaire. On est en train de finir un grand essai thérapeutique qui permettra de savoir si, après 6 mois de traitement anticoagulant par dose pleine, réduire la dose d'AOD est efficace et sûr. C'est l'essai RENOVE en dehors du cancer et l'essai APICAT à l'intérieur du cancer. Concernant la durée du traitement anticoagulant, eh bien, on a la chance d'avoir Francis en France qui vraiment est l'expert mondial pour cette question. Et la durée minimale, vous prenez 3 mois parce qu'on sait que faire moins, ce n'est pas bien. Ensuite, chez les patients qui vont avoir une indication à prolonger, eh bien, on sait que prolonger encore de 6 mois, encore 12 mois, n'a pas d'effet rémanent. C'est l'étude PADIS. Et c'est la raison pour laquelle on vous demande de revenir sur les facteurs de risque de récidive et ensuite d'évaluer le risque de récidive avec des scores. Et pour l'instant, le seul score qui marche à peu près, en tout cas qui a été validé prospectivement dans une étude pragmatique, c'est le score R-DO2. Alors, il est joli, mais il fait un peu, malheureusement, pas beaucoup d'aide. C'est-à-dire qu'il vous permet de savoir chez qui vous pouvez arrêter les anticoagulants après un premier épisode de maladie thromboembolique veineuse non provoquée entre guillemets, et il est misogyne. C'est-à-dire que les hommes, on a une sale gueule, on doit continuer. Ensuite, chez les femmes, à ce moment-là, on peut déterminer s'il existe un syndrome post-thrombotique significatif, si les D-dimères sous traitement et c'était sous AVK sont augmentés,
s'il y a une obésité ou si l'âge est plus de 65 ans. Et chez les patients qui ont un risque faible de récidive, c'est-à-dire pas plus de 1, donc chez les femmes jeunes non obèses qui n'ont pas de syndrome post-thrombotique, il est encouragé d'arrêter. Le problème, c'est quand on regarde dans cette étude qui était principalement portée par nos amis canadiens, où la pilule n'est pas un facteur de risque majeur, eh bien, la majeure partie des patientes à qui on a arrêté le traitement anticoagulant et qui n'ont pas récidivé avaient moins de 50 ans et avaient thrombosé sous pilule. Ce sont des malades chez qui nous, déjà en France, on arrêtait le traitement anticoagulant sans aucune difficulté. Donc, le score a le mérite d'être validé. Il a par contre un inconvénient, c'est qu'en pratique, il ne nous aide pas très souvent. Mais bon. Les recommandations pour l'instant. On sait que le risque de récidive est faible chez les patients qui ont un épisode provoqué par un facteur transitoire majeur. Et à ce moment-là, vous faites un traitement court et vous faites ce que vous avez voulu initier au tout début, AVK ou AOD dose pleine. Et chez les femmes qui ont eu un premier épisode non provoqué et qui ont un score de R-DO2 inférieur ou égal à 1, bien, on vous dit que vous êtes à l'aise pour arrêter le traitement anticoagulant. Le problème, c'est que les femmes qui ont un score d'R-DO2 inférieur à 1, je me répète, la majeure partie du temps, c'est des femmes jeunes non obèses qui ont thrombosé sous pilule. Les situations où c'est aussi simple et où on sait que le risque de récidive est élevé, où il faut continuer le traitement anticoagulant, c'est les malades qui ont un cancer, Claire va en parler, les malades qui ont thrombosé dans le contexte de SAPL, les malades qui ont récidivé de façon non provoquée. Là, on est au clair, traitement anticoagulant prolongé, le plus haut niveau d'évidence. Chez les patients qui ont fait une embolie pulmonaire à haut risque, c'est-à-dire qui ont été fibrinolisés, et qui n'avaient pas fait d'embolie pulmonaire à haut risque provoquée par un facteur de risque majeur, transitoire, eh bien, on suggère de poursuivre le traitement anticoagulant au long cours. Quand les gens ont failli mourir initialement, on suggère d'essayer de les protéger du risque de récidive d'embolie pulmonaire à haut risque. Concernant les modalités du traitement, ben vous voyez que ça se complexifie un petit peu pour l'instant. Avant, c'était AVK pour tous, avec des INR entre 2 et 3. Maintenant, ben, il y a des malades qui bénéficieront plutôt des AVK avec des INR entre 2 et 3. Il y a des malades qui bénéficieront plutôt des AOD à dose pleine. Il y a des malades qui, peut-être, en fonction de Rénov, bénéficieront des AOD à dose réduite. Il y a des malades qui nécessiteront la poursuite d'héparine de bas poids moléculaire avec des complications, et puis d'autres malades qui, peut-être, recevront des anti-11. Là où la situation est encore très floue, c'est pour ces patients-là. Les malades qui sont des hommes avec un premier épisode non provoqué, ben, on sait que le risque de récidive est important, c'est 15 à 20% à 5 ans, mais on ne sait pas ceux qui vont récidiver. Et donc, pour l'instant, on vous laisse décider soit au moins 6 mois, soit au long cours, mais pour l'instant, on ne sait pas. Et on ne sait pas non plus quelle est la stratégie thérapeutique la plus adaptée. Vous voyez, après 6 mois, on vous dit AVK, AOD pleine dose ou AOD demi-dose. Chez les femmes qui ont eu un premier épisode et qui ont un score d'R-DO2 supérieur ou égal à 2, qui est quand même l'immense majorité de nos patientes, eh bien, on a exactement la même problématique. Et c'est justement pour essayer de maintenir la moins mauvaise des situations dans ces situations non claires qui correspondent à plus de 50% des malades anticoagulés à l'heure actuelle, qu'on encourage des consultations spécialisées dans des parcours de soins auprès de spécialistes des antithrombotiques. Je vais finir, s'il me reste encore 1 minute, avec les anticoagulants. Ça, c'est Anne Gaudier et Christophe Gutgobert qui ont assuré tout ça. L'idée est de simplifier à fond. Quand c'est une procédure programmée, si c'est une procédure à risque hémorragique très faible et que le malade est sous AOD, ben, on arrête les AOD avant, on ne fait plus d'héparine de bas poids moléculaire avant. Quand le risque hémorragique est élevé, eh bien, on arrête les anticoagulants oraux directs un peu plus avant, mais on ne fait plus d'héparine de bas poids moléculaire, sauf cas très spécifiques en péri-interventionnel. C'est vraiment le message que je veux que vous reteniez de tout cela. Je vous encourage, ils sont en accès libre, à lire la mise à jour des recommandations françaises. Donc, elle a été publiée pour la principale partie en 2019. On a remis à jour tout un tas de chapitres en 2021 et on a essayé de le faire à la fois clair et pratique, mais aussi avec le meilleur niveau d'évidence. Et je suis plutôt extrêmement fier du travail que tout le collectif a réussi à faire.
et ça a été porté en grande partie par le réseau Innoviti, qui est un réseau qui a la chance de couvrir tout le territoire et qui vous permet, dans n'importe quel endroit où vous exercez, d'avoir ensuite un copain à qui vous pouvez passer un coup de fil pour essayer d'avoir la réponse aux questions qui restent encore non résolues. Je vous remercie de votre attention.